à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Dans le contexte de post-Covid et alors que la Chine met tout en œuvre pour permettre le redécollage de son économie, où se trouvent les opportunités d'affaires entre entreprises françaises et chinoises et surtout comment en tirer profit concrètement? Pour en parler, je suis avec Sophie Jo Goulvestre, associée dirigeante de SR2C Consulting et Management. Sophie Jo Goulvestre, bonjour. Bonjour Camille. Merci de vous être rendue disponible pour répondre à nos questions. Pour commencer, une question qui intéresse surtout nos entreprises françaises et chinoises. Est-ce que vous pouvez nous décrire de façon concrète l'environnement de coopération bilatérale et les perspectives de développement économique entre la France et la Chine dans le contexte actuel? Très bien. Alors, pour résumer, je pense qu'on va probablement faire une petite pause. Ça, c'est une logique, donc ça, c'est une évidence. Mais de point de vue de la politique côté française, et donc le fait que la Covid le poussait en fait aussi la société, le pousse un peu de mettre sur top de dossiers, en fait de deux sujets importants. Un sujet, c'est maintenant c'est assez à la mode, ça s'appelle un sujet, c'est la relocalisation de certaines activités industrielles stratégiques. Et un autre, c'est le patriotisme économique. Voilà. Donc ça, c'est du point de vue de la politique française le jour aujourd'hui. C'est ça, on aimerait savoir. Donc, ce voilà. sont les deux. Donc ça c'est du point de vue politicien, mais par contre, du point de vue des entrepreneurs. C'est ça. Alors, c'est complètement différent. Donc ça, c'est en fait les affaires suivent en fait la logique du marché. Exactement. C'est-à-dire dans l'habitude de chercher les meilleurs produits, le meilleur marché et les meilleures ressources humaines, où est le meilleur prix, où il se trouve. Exactement. Et dans une échelle internationale. Donc la Chine est toujours un marché incontestablement incontournable aujourd'hui. Et en plus, vu la situation actuelle, c'est le pays qui est sorti le mieux actuellement, en tout cas, de cette situation Covid. Donc c'est rare d'endroit en fait le jour aujourd'hui où on maîtrise plus ou moins bien déjà la situation et l'économie est en train de redécoller. Donc ça c'est un constat. Ouais, donc c'est ça. Voilà. Donc moi je dirais que l'avenir c'est probablement balancer entre un peu les deux, mais moi je suis très optimiste sur l'avenir, peut-être à court terme tout à l'heure j'ai dit, une petite pause, oui. Et laisser le temps réfléchir, surtout côté français, côté chinois, on n'a pas changé notre position, notre rapport avec l'Europe, avec la France, mais on a vu il y a une tension forte entre les États-Unis et la Chine. Par contre, avec l'Europe, ou comme vous dites, bilatéralement avec la France, la Chine souhaite, je pense, garder une collaboration encore plus étroite par rapport auparavant. Exactement. En fait, les Américains maintenant en fait coupé beaucoup de portes. Et l'Europe, c'est une opportunité pour la France. C'est ça. De profiter ou de saisir cette occasion, je pense. De toute façon, je pense que les entreprises françaises qui souhaitent travailler avec la Chine doivent se tenir prêtes. Voilà, afin de rebondir, je vais dire, le plus vite possible. Alors, vous parliez tout à l'heure de pause. En fait, cette pause-là, on l'observe côté français, n'est-ce pas, à cause du contexte actuel. Et puis, vous disiez tout à l'heure que côté chinois, par contre, il n'y a pas de pause en fait. L'économie est en train de repartir. Est-ce que c'est bien ça? Côté chinois, il n'y a pas de pause, à part la pause entre parenthèses des 3 mois de confinement et comme tout le monde. Et maintenant, l'économie en Chine, c'est clairement en train de repartir. Donc à Shanghai, vous connaissez tous, à la rentrée, il y a la fameuse foire d'importation internationale qui va organiser comme d'habitude, c'est le mois de novembre. C'est du 5 au 10 novembre. Oui, exactement. On a fait une émission là-dessus en fait. Ah, d'accord. Avec
la banque, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et aussi avec la banque ICBC, qui est la première banque mondiale, voilà, qui est là pour accompagner les entreprises, justement. D'accord. Voilà. Alors, Sophie Jo, est-ce que dans le contexte actuel, même si en Chine, il n'y a pas de, on va dire, à part les 3 mois de confinement, il n'y a pas vraiment de pause au sens propre du terme, est-ce qu'on a, côté gouvernemental, de nouvelles stratégies de redéploiement de son économie par rapport à la période antérieure au Covid? À ma connaissance, il n'y a pas de nouvelle stratégie en fait, entre guillemets, disruptive. C'est toujours dans la continuité que le gouvernement chinois le gouvernement chinois est en fait très stable et très transparent sur ses grandes ambitions. Et donc on a beaucoup de grands plans de transformation du pays dans l'objectif de monter entièrement le modèle économique du pays vers un modèle beaucoup plus qualitatif, un modèle beaucoup plus moderne. Donc ça c'est des sujets, n'a pas changé de toute façon, objectifs sont toujours là. C'est ça. Et moi je peux citer le fameux plan de transformation Made in China 2025. Oui, vous pouvez nous en dire plus, donc, parce qu'on est tous intéressés par ça. Hein. D'accord. Donc 2025, grosso modo, c'est que le gouvernement a fixé un objectif vers la limite de 2025, dans cette période-là, de transformer les 10 secteurs clés, 10 secteurs de piliers du pays, pour transformer, pour changer en fait, monter en gamme en fait du pays. Ces 10 secteurs, je ne vais pas citer un par un, il y a les plus importants. Les plus importants, c'est Big Data, de numérique, et c'est évidemment innovation dans le secteur médical et aussi toujours dans l'aviation et aérospatiale, et également des nouveaux équipements pour l'industrie agricole. Donc aujourd'hui, on a peut-être dans une période l'agriculture un peu à l'ancienne, mais donc il faut... En Chine, hein, oui, donc il faut globalement de monter en gamme de l'industrie agricole. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, et il y a encore quoi? Il y a un point très important aussi, donc en France on a constaté aussi, c'est la nouvelle économie de plus en plus en ligne suite à l'impact du Covid. L'économie numérique, en fait, est mise en avant, du coup mise en fait, oui. L'économie numérique devrait être de plus en plus mise en avant, aussi bien en Chine et en France, c'est pareil. Hein. Donc on a constaté pendant la période du confinement, grâce à l'économie numérique, on a réussi à avoir quand même à la maison, d'avoir la livraison des repas et pouvoir continuer à acheter certaines choses qu'auparavant, si avec une boutique physique, ce ne sera pas possible. Donc on a vu, donc il y a l'avantage numérique et dans son splendeur, entre guillemets, des démonstrations pendant la période de confinement, le fameux webinaire en ligne, des téléconférences. Tout se fait justement tout ça. Via Skype, via Zoom. Oui. Donc je peux vous donner en fait une synthèse que notre cabinet a décrit sur le macro-opportunité sur le marché chinois. Il y a 3 points importants. Plan Made in China 2025. Made in China 2025. Avec premier axe. Avec 10 secteurs clés importants, demandent beaucoup plus de technologies modernes. Et donc là, en fait, les Français qui sont pointus dans ces secteurs-là, ils ont beaucoup de possibilités de collaborer avec les Chinois. En plus, les Chinois accueillent les bras ouverts pour ces entreprises technologiques. Ça, c'est le premier point. Le premier point. Après, le deuxième point, c'est qu'en ajoutant maintenant le déploiement massif de plus en plus en Chine, intelligence artificielle et 5G, le fameux 5G. 5G. Voilà. Ça ne fait pas partie du premier point? Non, ça c'est en fait... Quelle est la différence entre
Alors, le premier point, les hautes technologies, et le deuxième qui est l'intelligence artificielle. Alors, le premier point, c'est plus un macro-planning planifié par l'État. Et le 5G ou intelligence artificielle, évidemment, c'est impulsé par ce grand plan. Mais en même temps, ce sont des compétitions, ce sont des phénomènes sur le marché. Donc, les Chinois sont de plus en plus performants. Huawei être le numéro 1 au niveau de 5G. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, voilà, donc ça, c'est pas forcément en rapport avec le grand plan. On va dire ça se situe. Le grand plan d'État ne va pas structurer chaque produit, chaque technologie. C'est pas son rôle. Oui, c'est pas son rôle non plus. Chaque il va pas réguler le marché. C'est au niveau micro, vous voulez dire. C'est au niveau du marché, tout simplement. Il y a des technologies tous les jours, il y a des nouvelles technologies qui sortent. Donc ça, c'est des actions. Ce sont des activités purement d'activités business, d'activités d'entreprise. Et donc le gouvernement, sans doute, ont fait nécessaire pour favoriser ce genre d'immersion des nouvelles entreprises de pointe au niveau technologie comme 5G et comme intelligence artificielle. Ouais. En tout cas, en Chine, sur ces deux domaines-là, maintenant, je suis en train de devenir le numéro 1 mondial. Donc, incontestable. C'est incontestable. Oui. Donc là, en fait, c'est vraiment... à partir de ces deux technologies-là, derrière, il y a beaucoup d'utilisation. Va être émergé. 5G, ça veut dire quoi? Ça veut dire derrière, on aura beaucoup plus de possibilités au niveau d'attractivité avec dans plein de domaines. Dans le domaine, tout le monde connaît, c'est le domaine voiture sans conducteur. Voiture sans conducteur. Donc ça, c'est le réseau 5G, c'est important, c'est l'infrastructure pour soutenir cette attractivité rapide. Un milliseconde doit avoir une réponse. Parce qu'une voiture sur la route, s'il est en face d'une situation dangereuse, il va avoir une réaction très rapide. Donc ça, c'est le réseau. C'est le réseau qui puisse permettre, en fait, une voiture qui peut avoir une milliseconde d'avoir une réponse, d'avoir une réaction. Donc ça, c'est derrière, c'est l'infrastructure liée avec les nouvelles techno comme 5G, etc. Et 5G peut permettre aussi beaucoup de jeux, finalement, beaucoup de possibilités de contenu. Beaucoup de possibilités de contenu de cinéma, des films, qui est peut-être le film maintenant, film 4D, peut-être il y aura des films avec d'autres éléments sensuels, sensoriels qui ajoutent des jeux en ligne. Maintenant, peut-être on ne peut jouer qu'avec des personnages de 3D, et à terme, je ne sais pas, avec d'autres possibilités. Même dans le domaine création artistique, il peut y avoir beaucoup de je ne sais pas, un scénario participé par l'audience. Donc toutes ces choses-là demandent un débit, demandent un réseau qui est fort, qui est performant. Donc là, du coup, en fait, 5G va permettre toutes ces nouvelles possibilités au niveau des contenus, au niveau de création culturelle, etc. Donc, je ne dis pas, en fait, l'autre point, c'est intelligence artificielle. En fait, tout est lié, hein, mais je fais exprès pour séparer ces deux grands sujets. On peut les séparer, après, pour les mettre ensemble. Voilà, intelligence artificielle aussi, c'est une technologie qui peut utiliser dans tous les secteurs, dans tous les scénarios de la vie. Et donc là, en fait... Mais quels sont les secteurs qui peuvent en profiter le plus? Intelligence artificielle. Moi, je connais très très bien le secteur des assurances, par exemple. Assurance. Déjà, avec intelligence artificielle, on peut détecter des fraudes. On peut beaucoup plus facile détecter des fraudes. On peut faire la vente en ligne. C'est-à-dire est-ce que les gens sont prêts à acheter une assurance en ligne? Oui, en France, surtout. Les Chinois, ils sont plus ou moins, je vais dire, fans de tout ce qui est produit en ligne, ce qui n'est peut-être pas
le cas des Français, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ils sont prêts maintenant, peut-être après le Covid, à changer la donne? Je pense que ça dépend de la génération. Les jeunes générations françaises sont déjà beaucoup plus ouvertes à ce type de technologie. Et effectivement, le jour aujourd'hui, pourquoi l'assurance, on a du mal de vendre en ligne? Parce que le jour aujourd'hui, le produit assurance même est très complexe, très compliqué. Ouais. C'est difficile à expliquer en ligne. Donc souvent, ce sont des conseillers d'une agence, conseiller d'un assureur, etc. Exactement. Il connaît parfaitement bien le client. Ouais. Et il veut, surtout dans l'assurance vie, dans l'assurance d'accident, voiture, tout ça, c'est relativement simple. L'assurance vie, c'est encore très très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération, hein. L'âge, situation familiale. Oui, donc l'assurance vie, quelque part, surtout si on souhaite faire un déplacement, on souhaite faire certains legs à un bénéficiaire, donc ça devient presque intime. C'est un sujet intime par rapport aux assurés. S'il ne fait pas confiance à la personne, parce que qui sait, il va léguer les bénéfices de cette assurance, pas à sa femme ou peut-être pas à une tierce personne. En France, c'est complètement possible. C'est ce qu'on appelle clause bénéficiaire, me semble-t-il, en assurance, une clause bénéficiaire. Et d'ailleurs, je crois savoir que même dans le modèle de fonctionnement traditionnel de l'assurance vie, il y a pas mal de personnes qui ont légué des biens à à des bénéficiaires, mais ces bénéficiaires-là n'ont jamais pu les récupérer pour X raisons. C'est possible. En tout cas, c'est un gros sujet. Oui, en tout cas, intelligence artificielle qui peuvent déjà aider beaucoup, par exemple, un assureur pour sa vente, pour avant-vente. Par exemple, on peut déjà commencer, ça existe déjà par une sorte de robot qui puisse dialoguer pour trier les premières questions qui sont plus ou moins standards. C'est ça. Donc ils peuvent moins personnalisés, n'est-ce pas? Le robot advisor, donc on utilise. Et après, en langue chinoise, et déjà langue naturelle, c'est très complexe. Et langue chinoise dans le secteur de l'assurance, c'est encore 10 fois complexe. Et donc le jour aujourd'hui, c'est presque impossible d'utiliser un robot sans intelligence artificielle pour vraiment en fait simuler une conversation entre deux humaines. Et là, avec intelligence artificielle, on peut y arriver parce que lui, il a une intelligence, il a beaucoup de big data, en fait tout ça c'est lié, les données, etc. Et il fait un deep learning, il fait des travaux, il fait l'apprentissage lui-même, etc. Donc le fameux AlphaGo qui a combattu le champion d'échecs. Donc voilà, ça c'est un bon exemple de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc dans beaucoup de domaines, avec ça, on peut imaginer beaucoup de scénarios, on peut imaginer beaucoup de choses. Donc vous avez cité le domaine de l'assurance. Ça c'est le domaine que je connais mieux. Vous connaissez bien, hein. Vous avez travaillé beaucoup dans ce société d'assurance. Et le jour aujourd'hui, je travaille beaucoup sur InsurTech aussi. Donc l'année dernière, j'ai travaillé pour une filiale 100% de Société Générale sur le sujet de InsurTech. Ouais. Donc voilà, je travaille beaucoup sur ça. C'est pour ça que vous pouvez en parler en connaissance de cause. Non, en fait, je suis pas. J'ai une connaissance générale, mais dans chaque projet, dans chaque sujet, il faut creuser dans la profondeur. Je ne connais pas tous les détails techniques. Oui. Et moi, j'ai appris il y a 2 ou 3 ans déjà que Alibaba, que tout le monde connaît maintenant, qui ne connaît pas Alibaba, a conclu un contrat de partenariat avec AXA Assurance. Déjà. Oui, sur le voyage ou sur d'autres choses. Ah oui, c'est vrai. Oui, je sais, ils ont un accord global. C'est pas dans le domaine de l'assurance pure, si. Si. Assurer les voyages, d'accord. En fait, maintenant, c'est dans la FinTech, il y a une nouvelle mode d'assurance, ça s'appelle assurance paramétrique. C'est en fait,
on va maintenant faire des assurances plus par usage. Donc auparavant, l'assurance c'est plutôt un produit, on vend un produit, hein, assurance auto au cas où il y a un accident. Et le jour aujourd'hui, avec AXA, je pense qu'Alibaba et AXA, c'est forcément un accord sur le sujet. Par exemple, si Alibaba a envoyé un colis à quelqu'un qui a commandé un produit chez lui, le colis est cassé ou le colis est perdu, etc. Donc derrière, AXA peut en fait supporter en fait Alibaba avec une assurance qui est dédiée à cette situation. Et aussi, il y a des voyageurs qui peut en fait le fait du retard d'un avion. Donc il peut aussi être assuré au cas où il y a un retard de 2 heures, etc. Ils peuvent être remboursés par ce genre de petite assurance. Auparavant, ça n'existait pas. Donc c'est avec justement les nouvelles possibilités technologiques, etc. Et on peut travailler en ligne sur plein de sujets et on peut détecter, par exemple, tout à l'heure j'ai dit le retard d'avion. En fait, tu réclames une assurance. Et pourquoi l'assureur maintenant peut faire ça? Parce qu'ils ont toutes les informations. Ils ont toutes les connectées d'informations de l'Air Company et à compagnie, donc les horaires, etc. Et les informations du météo, les informations de passagers et la situation. Donc l'assureur savent tout. En plus, ça suffit le jour aujourd'hui que l'assuré télécharger sa photo du billet d'avion, ça suffit. Donc, l'identification, c'est déjà fait. Dans le passé, c'est très compliqué. Il faut qu'on fait une photocopie des pièces d'identité, on va faxer ou on va envoyer par poste, etc. Donc, le jour aujourd'hui, ce genre de barrières technologiques sont tous affranchis. Donc, c'est relativement simple. Et l'intelligence artificielle vont avoir beaucoup d'utilités intéressantes à creuser. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, et si je vous ai bien compris, en fait, il y a 3 axes, hein, les hautes technologies, l'intelligence artificielle et la 5G. Le 3e axe, ce serait quoi alors? En fait, le 3 axes, c'est le plan... le grand plan, plan quinquennat et le plan Made in China. Ouais, donc ça, c'est le cadre. Hein, oui. Ça, c'est le cadre. Voilà. Donc, grosso modo, c'est le cadre. Le cadre, ça veut dire le gouvernement fait tout pour soutenir les projets entrepreneuriaux dans ces secteurs-là. Et donc derrière, vous allez voir, moi je suis en train de travailler, peut-être tout à l'heure je vais parler. On va y revenir, bien sûr. On est en train de travailler sur un projet justement pour trouver des entreprises et trouver des entreprises avec beaucoup d'incitations fiscales, incitation en fait politique, etc. pour faire venir des technos qui est plus ou moins expliqué en fait tout à l'heure dans le grand schéma en fait. Ouais. Voilà. Et en fait justement pour rester un instant sur ce grand schéma-là, on a vu dans le domaine de la 5G, de l'intelligence artificielle, les opportunités sont par exemple les voitures sans conducteur, les jeux, les cinémas, et puis assurance. À part ça, est-ce que vous voyez d'autres opportunités qui émergent pour justement promouvoir les échanges entre la France et la Chine, parce que les entreprises les entreprises sont friandes de ce genre d'informations. Oui, je pense que ça va. En fait, le jour aujourd'hui, après post-Covid, certaines activités peut-être va baisser. Lesquelles, par exemple, justement style pur, entre guillemets, un peu pur spéculatif sur immobilier ou un peu chercher des entrepreneurs, des investisseurs chinois qui viennent chercher, investisser sur des activités qui n'ont pas forcément de rapport avec le marché
chinois. Donc ce sont des activités, ça va être diminué parce que le gouvernement n'encourage pas ce genre d'activités. En plus, ouais. Et en plus, certains qui profitent de cette soi-disant investissement à l'étranger pour tout simplement sortir leurs capitaux du pays. Donc là, en fait, ce type d'investissement un peu relativement je ne dis pas simple, mais relativement qui n'encourage pas la création d'emplois, vous voulez dire. Qui est dans le premier stade des Chinois qui vont à l'étranger pour chercher des investissements dans le B2C, dans les grands sacs, dans les sacs, dans les produits de luxe, etc. Ça va continuer, le produit de luxe français, c'est quand même, ça appartient l'art de vie à la française. Art de vivre à la française. C'est maintenant, ça va peut-être plus vers une conception, l'art de vie à la française. Ça sera toujours très demandé, mais peut-être fini l'histoire, la période de bling-bling. M'as-tu vu un sac Louis Vuitton, m'as-tu vu un sac sans histoire? Les consommateurs chinois sont devenus matures. C'est en train de devenir mature. Ouais, c'est normal aussi. Voilà, hein. Ça c'est normal. Aussi, tout à l'heure, j'ai parlé, les Français sont considérés comme des créateurs, c'est très créatif. Ils sont très créatifs. Voilà, au niveau de création culturelle, tout à l'heure on a parlé au niveau de Saint-Eugé. Oui, c'est ça. On va chercher beaucoup des idées de contenu, et les Français sont pas mauvais au niveau des idées et des contenus. Et donc là, en fait, si les Français qui travaillent dans ce genre de domaine, ouais. Et ça peut avoir des choses intéressantes. J'ai vu aussi des cinéastes français et avec les cinéastes chinois maintenant créer des séries télé. Donc en fait, il a beaucoup de choses à faire aussi. Ouais. Évidemment, tout à l'heure, déjà on a parlé, toutes les entreprises qui ont des technologies dans le jumeau numérique industriel et dans l'innovation. Dans le domaine médical, la nouvelle médecine maintenant on parle, donc c'est la médecine à la distance, la médecine, la télémédecine, la médecine de précision. Donc là aussi, on a besoin beaucoup de choses. Et la France est forte en la matière. La France, oui, donc les cabinets, en fait, les cabinets de consultation à la distance. C'est ça. Donc ce genre de choses. Donc ça peut être très demandé. Ou aussi la consultation collégiale via la téléconférence. On peut mettre un médecin en France, un médecin en Chine, un médecin je ne sais pas où, et on va travailler ensemble sur un cas. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'est très, très intéressant aussi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. En Chine, le marché est très, très important. Hein, donc en plus. Donc là, il y a beaucoup d'opportunités à faire. Ouais. Voilà. Donc, Sophie Cho Couvest, vous restez optimiste. Parce que justement, à long terme. Voilà. À long terme, à court terme, je pense que c'est vrai. Il faut faire le dos rond, n'est-ce pas? La crise des masques, ça donne un petit coup un peu dur aux Français. Donc d'un coup, ils se sont rendus compte que sans les produits chinois, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et c'est normal si on met à leur place. Et donc, ils pensent que non, ça ne va pas. Il faut absolument, nous allons avoir le minimum d'industrie chez nous qui puisse produire et offrir des produits, des services vitaux pour le pays. Donc, c'est un peu logique. Oui. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, et encore une fois, je parle sous votre contrôle, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, la Chine est le seul pays qui possède toute une chaîne de production de A à Z. Donc c'est le pays... Probablement. Alors que dans les autres pays, à force d'avoir délocalisé leur industrie en Chine, n'est-ce pas, qui est restée pendant très longtemps l'usine du monde, et bien maintenant il y a certains pays où on a perdu le savoir-faire. Dans certains pans de l'industrie, n'est-ce pas? Même en Chine, maintenant, le coût des salariés sont en train d'augmenter, et on peut très bien délocaliser, entre guillemets, vers Vietnam ou vers d'autres pays. Vers la Chine profonde. Asie Sud-Est. Pourquoi les entrepreneurs, les entreprises ne font pas? Parce que
à Vietnam, il a une usine qui peut produire des produits très bon marché, moins cher qu'en Chine, mais il n'a pas cet écosystème. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Donc en fait, la Chine, en Chine, c'est un écosystème complet. Voilà, toute et une au chaîne niveau de la chaîne d'approvisionnement, toute la filière, on peut trouver tous les acteurs de toutes les filières, tous les acteurs de la même filière. Au pays. Exactement. Donc, dans un autre pays, peut-être on va du mal. On va avoir du mal. Donc, du coup, oui, on peut trouver, je donne un exemple, oui, on peut trouver un masque encore moins cher. Mais alors et pour sortir ce masque de son usine, il faut taper 3 jours de route. C'est ça. Et donc au final, ça reviendrait peut-être même plus cher, n'est-ce pas? Donc en fait, la Chine, c'est clair, c'est qu'il a une qualité globale. Encore au niveau de la chaîne industrielle complète. Le jour aujourd'hui, je pense que c'est, je ne sais pas, je ne vais pas dire une bêtise, je pense que c'est probablement l'un unique même. C'est ce que j'ai lu, un unique pays qui possède une chaîne de production complète, de A à Z. C'est fort possible.